devant une anurie obstructive. Donc, déjà, définition. L'anurie est définie comme étant un arrêt total ou presque total de la diurèse inférieur à 200, je dis bien 200, non pas 100. En fait, ça modifie à chaque fois, c'est un chiffre qui est revu à la baisse ou à la hausse. Donc, en moyenne, c'est 200 cc par 24 heures. Bien sûr, effet important, fait important plutôt, la vessie étant vide. D'accord? Si la vessie est pleine, ce n'est plus une anurie, ça sera une rétention urinaire aiguë. Donc, l'oligoanurie est une diurèse inférieure à 500 cc par 24 heures. Juste pour rappel, la diurèse normale étant de 700 à 1500 cc par 24 heures, et bien sûr, elle varie énormément en fonction des apports hydriques journaliers. Donc, comme petit rappel, il existe 3 types d'anurie. Vous avez l'anurie obstructive ou post-rénale, donc due à un obstacle sur la voie excrétrice. Elle représente environ 10% des anuries. L'anurie fonctionnelle ou pré-rénale, ça veut dire que c'est un problème qui survient en amont du rein, donc avant le rein. 25% des anuries, ce sont des problèmes d'origine vasculaire par hypoperfusion rénale. Donc, ça veut dire que c'est un problème de perfusion rénale. Le rein n'est pas assez perfusé. Il n'y a pas une bonne quantité de sang qui arrive au niveau du rein. L'anurie organique ou rénale, donc là, c'est le rein lui-même qui pose problème. Pardon. Elle représente 65% des anuries et elle est représentée par les différentes néphropathies aiguës. Donc, l'anurie obstructive, c'est l'arrêt total ou presque total de la diurèse due à une obstruction située à un niveau quelconque de la voie excrétrice supérieure, les méas urétéraux étant inclus et la vessie, bien sûr, étant vide. Donc, il s'agit soit d'un obstacle bilatéral, soit unilatéral sur un rein unique. L'anurie calculeuse, c'est une anurie obstructive et où l'obstacle est représenté par une lithiase. Donc, c'est l'arrêt total ou presque total de la diurèse dû à un obstacle lithiasique situé et du engendré peut mettre en pronostic vital, peut mettre en jeu le pronostic vital du sujet, nécessité d'un diagnostic et d'une prise en charge précoce et rapide, intérêt de l'imagerie de la chirurgie percutanée de nos jours, qui est d'une importance capitale. Le diagnostic est facile chez le sujet conscient. Donc, la physiopathe, vous avez une obstruction aiguë ou chronique. Ça va engendrer une augmentation des pressions dans les tubules rénaux et donc, avec le temps, arrêt de la filtration glomérulaire. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'urine qui va entraîner une diminution de la filtration glomérulaire, donc diminution de la diurèse. Les lésions parenchymateuses peuvent être induites soit par l'augmentation des pressions des tubes contournés proximaux, par l'infiltration cellulaire interstitielle, c'est-à-dire que c'est les urines qui passent à travers la paroi et qui infiltrent un petit peu les espaces interstitiels, et modification des mécanismes de concentration et d'émission. Les conséquences de l'obstruction, c'est la rétention de tous les déchets que l'organisme devrait excréter, notamment rétention hydrosodée, azote, urée, potassium, phosphore, et tous ces éléments-là retenus au niveau de l'organisme vont mettre en jeu le pronostic vital à court terme. Juste une petite réflexion. Donc, l'anurie réflexe, c'est une obstruction urétérale unilatérale par des spasmes urétéro et vasculaires. Ça veut dire que là, vous avez une anurie, un obstacle d'un seul côté, mais
l'organisme se défend comme s'il y avait l'obstacle au niveau des deux uretères. Donc, les spasmes urétéraux et vasculaires vont se faire de façon simultanée et bilatérale. C'est ce qui va engendrer l'anérie en quelque sorte. Et il suffit de lever l'obstacle pour que ces spasmes disparaissent et que la diurèse reprenne. Donc, conduite à tenir dans le cadre de l'urgence. Donc, démarche diagnostique. Première chose, comme on l'avait vu déjà dans la colique néphrétique, première chose à faire, c'est d'affirmer le diagnostic. D'abord, posez votre diagnostic de certitude. Dans ce cas, il est facile, si le sujet est conscient, par un simple interrogatoire, le patient vous rapporte la notion de non-miction, l'absence de miction et surtout du besoin d'uriner pendant plusieurs heures. J'insiste, besoin d'uriner, ça veut dire que ce n'est pas une rétention urinaire. D'accord? Donc, c'est l'absence de miction et du besoin d'uriner pendant plusieurs heures. L'examen clinique va confirmer l'absence du besoin d'uriner, donc absence du globe vésical. Si doute, on peut s'aider soit d'une échographie vésicale, soit d'une mise en place d'une sonde à demain. Pour le sujet comateux, le diagnostic est un peu plus délicat que ça. Il sera posé par la surveillance de la diurèse des 24 heures qui est inférieure à 200 cc, je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc maintenant, on a affirmé le diagnostic. Donc c'est une anurie. Maintenant, il faudra passer à autre chose. On avait dit qu'il y avait 3 types d'anuries. D'accord? Donc affirmer l'obstacle. Donc, que c'est une anurie obstructive et pour ça, donc éliminer les anuries pararénales par un bon examen et de la prise des constantes hydrodynamiques, éliminer un collapsus cardiovasculaire, une déshydratation intense, des brûlures massives, éliminer une anurie rénale et toute néphropathie aiguë pouvant engendrer justement une anurie, telles que les hémorragies, les intoxications, les infections. Préciser l'étiologie. Donc là, on est dans le cadre de l'anurie obstructive. Maintenant, qu'est-ce qui a engendré l'étiologie? Donc l'interrogatoire, le mode de l'installation de l'anurie, antécédent lithiasique, régime alimentaire, prise médicamenteuse et éventuellement émission calculeuse, notion de cancer pelvien, prostatique, gynécologique, digestive, antécédent des dérivations digestives, tout ça, c'est des trucs qui peuvent vous orienter vers telle ou telle autre pathologie. L'examen clinique doit être complet et minutieux car il faut rechercher une fosse lombaire douloureuse qui peut témoigner d'un gros rein, qui dit gros rein, donc rétention hydronéphrose plutôt, un gros rein palpable, une tumeur abdominale et la présence de cicatrices lombaires ou pelviennes qui peuvent témoigner d'une chirurgie antérieure. Une tuméfaction cervicale, sarcoïdose, douleur osseuse. Alors là, tous ces signes-là, on y reviendra tout à l'heure, c'est à vous de me dire pourquoi on va chercher ces signes. Les examens complémentaires, donc déjà, ASP, éventuellement rechercher une luxage radio-opaque, échographie. Alors, comme dans la colique néphrétique, le couple ASP-écho est demandé en première intention, quelle que soit la situation. L'échographie, là, est d'une importance assez spéciale. Donc, elle a déjà, le premier objectif, c'est d'évaluer la taille, le nombre, le siège. Non, pardon. Là, je suis un petit peu embrouillé. Donc, l'échographie, c'est déjà d'apprécier l'état des bras. Est-ce qu'il y a une dilatation ou pas? D'accord? Ensuite, en plus de visualiser les radios, les lithiases radio-opaques, l'échographie a un intérêt dans le dépistage des lithiases radio transparentes. On ne voit pas à l'ASP et là, elle peut nous orienter, elle peut nous aider sur le nombre, la taille et le siège de ces lithiases. D'accord? TDM sans injection de produits de contraste. C'est un malade qui est anurique, donc en insuffisance rénale, et le produit de contraste est contre-indiqué en cas d'anurie. Donc, c'est un scanner sans injection, et là, il est plus performant que l'ETM. Il est demandé dans le cadre de l'urgence pour voir un petit peu l'état de la voie expertise supérieure. Il est plus spécifique que l'échographie.
L'origine néoplasique représente environ 50% des étiologies, d'accord? Et l'origine lithiasique représente 40% des étiologies, euh, dont 52% sont des lithiases uniques. Alors, pour les étiologies, vous avez les cancers pelviens, on avait dit que ça représentait environ 50% des étiologies. Vous avez le cancer de prostate, du col utérin, de l'ovaire, de la vessie et du rectum. Pathologie lithiasique, environ 40%. Les 10% restants, ils sont partagés par la fibrose péritonéale, lésions urétérales iatrogènes post-opératoires et autres, toute autre étiologie, les infections, les traumatismes, tout ce qui peut engendrer un obstacle sur la voie extérieure. Donc, retenez en gros, cancer pelvien 50%, lithiase 40%, le reste 10%. Donc, à ce stade est en urgence. Donc, on a posé le diagnostic d'anurie obstructive, ça veut dire que c'est un problème urologique, bilan bactériologique et biologique, échographie abdominopelvienne lancée en urgence. Donc, hospitalisation, anurie égale hospitalisation, rechercher les signes de gravité. L'examen clinique va pouvoir dépister les signes de surcharge, prise de poids, vomissement, asthénie, œdème sous-cutané, c'est des signes de rétention hydrique. Les signes de surcharge cardiovasculaire, dyspnée, HTA, OAP, troubles du rythme, et les signes neurologiques, c'est les signes d'œdème cérébral, troubles de la conscience, convulsions et crampes. Bilan biologique, donc fonction rénale, urée, créatinine, ionogramme sanguin, pH sanguin, gaz du sang, à la recherche d'une éventuelle acidose métabolique. Les signes ou les chiffres alarmants sont une créa supérieure à 100, urée supérieure à 4 grammes par litre, potassium supérieur à 7,5 mm par millilitre et un pH urinaire inférieur à 7,15. Ça veut dire que c'est une acidose métabolique. Et là, c'est les critères de dialyse en urgence. L'ECG, surtout si vous avez une kaliémie un petit peu élevée, donc l'ECG est systématique à la recherche des signes d'imprégnation de l'hyperkaliémie. C'est une onde pointue et symétrique. Et là aussi, ça peut trouver l'indication d'une dialyse extra-péritonéale en urine. Donc, le traitement médical, dans tous les cas, il est lancé. C'est les mesures de réanimation, correction d'une éventuelle acidose, prévention de l'infection secondaire à la stase urinaire par des antibiotiques, bien sûr, correction d'une éventuelle hyperkaliémie, arrêt d'un traitement néphrotoxique et prévention de l'ulcère de stress par les IPP. L'épuration extra-rénale, c'est en fonction des résultats de votre bilan biologique et signe et comment on appelle ça? Le CG, l'électrocardiogramme. Donc, en cas de signe de surcharge ou signe de gravité. Donc, une fois votre patient conditionné, d'accord, stabilisé, éventuellement une séance d'épuration ou de dialyse faite, discuter la dérivation des urines, bien sûr, toujours dans le cadre de l'urgence et attention au syndrome de levée d'obstacle. Donc, alors, soit par une montée de sang double J, par voie endoscopique, l'avantage, c'est une meilleure tolérance, drainage prolongé possible. L'inconvénient, c'est la surveillance de l'efficacité de drainage qui est un petit peu difficile. La néphrostomie percutanée est conjuguée, elle se fait sous anesthésie locale, contrairement à la sonde. On peut effectuer une surveillance externe séparée pour chaque côté, pour chaque rein. L'inconvénient, c'est les poches de drainage externe que le malade doit trimballer avec lui. Le drainage est souvent temporaire, contrairement à la JG, et contre-indiqué si trouble de la coagulation. Rarement, surtout de nos jours, on a rarement recours à la chirurgie ouverte pour faire une urétérostomie cutanée. Urétérostomie, c'est bon, urétéro relatif à urétère, stomie, c'est aboucher à la peau. D'accord? Alors, juste comme ça, des petites notes pour que vous ayez un petit peu une idée. Devant un cancer pelvien, l'anurie est cancer de prostate. Donc là, on fait une dérivation urinaire externe, le plus souvent par néphrostomie, corticothérapie,
pour amender un petit peu des phénomènes inflammatoires. Résection endoscopique de prostate avec une monte de sonde urétérale. C'est pas tout le temps aisé, c'est pas tout le temps facile de faire une montée de sonde. Par contre, on peut faire une réimplantation urétero-vésicale sur la calotte vésicale. Vu que la prostate se situe au niveau du plancher vésical, donc s'il y a un cancer de prostate, c'est que le plancher vésical qui est un petit peu bouffé par la tumeur. Donc là, un moyen facile, c'est de couper l'urtère et de le réimplanter sur la paroi antérieure de la vessie, très loin du cancer de la prostate. D'accord? Association à une hormonothérapie, là, c'est en relation avec le traitement du cancer et non pas de l'anus. Cancer de vessie. Donc là, le traitement repose sur une dérivation urinaire type urétérostomie cutanée ou bricaire avec une corticothérapie. Bricaire, c'est une dérivation urinaire transiléale. Donc, au lieu d'accoucher les deux utères à la peau séparément et contraindre le patient comment dirais-je, contraindre le patient à mettre deux poches de part et d'autre, donc des deux côtés. Là, on fait un abouchement des deux utères au niveau d'une anse iléale prélevée auparavant. On enlève un petit bout d'anse de 10 cm d'iléa à peu près. On abouche les deux utères au niveau de cette anse et on fait une iléostomie. On abouche l'anse de l'autre côté au niveau de la paroi qui, justement, permet au patient de ne porter qu'une seule poche urinaire. Cystoprostatectomie, là, c'est le traitement étiologique selon l'extirpabilité de la tumeur, bien sûr, chose qui n'est pas tout le temps aisée. Cancer urogénital. Les cancers du col utérin et les cancers de l'ovaire sont le plus souvent en cause. Dans les jours qui suivent la nuit, lorsque les phénomènes métaboliques sont amendés, la conduite atténuée se limitera, comme les autres néoplasies, à une dérivation des urines par une sonde percutanée, rarement exérèse de la tumeur. Pourquoi? Là, c'est important. Généralement, l'anémie survient à un stade dépassé de la néoplasie. D'accord? Donc, ça témoigne déjà du stade avancé de la maladie, conduisant le plus souvent à l'abstention thérapeutique. Donc, dans la plupart des cas, si vous avez une anémie sur un terrain néoplasique, la conduite à tenir, malheureusement, va se limiter à une simple dérivation de l'urine. Parce que c'est pas un cancer à un stade localisé qui va vous donner une anémie. Dans ce cas, c'est un stade vraiment avancé et l'extirpabilité de la tumeur sera remise en cause. Donc, devant une lithiase urinaire, si vous avez une lithiase radio-opaque, donc souvent sur un rein unique et d'origine calcique, la prise en charge est fonction du siège, nombre, taille et nature du calcul. Donc, soit montée de son double J. Si vous avez le moyen, là, la question posée tout à l'heure, ben c'est à peu près la même chose. Si vous avez le plateau technique, que toutes les conditions sont réunies, rien ne vous empêche de faire le traitement étiologique en même temps. L'EC, c'est la lithotripsie ou la lithotomie percutanée. D'accord? C'est une autre technique qui est un petit peu comme l'urétéroscopie, qui sert à la fragmentation des lithiases, mais au lieu de passer par voie endoscopique, c'est par voie percutanée. D'accord? Chirurgie ouverte, rarement indiquée de nos jours. Lithiase radiotransparente, elle est souvent urique, bilatérale et survient le plus souvent sur un sujet, sur un terrain pareil. Montée de son WJ avec alcalinisation des urines. L'alcalinisation est se fait avec l'allopurinol. Si échec, traitement endourologique ou éventuellement chirurgie ouverte. Lithiase infectée, par contre, ça rejoint ce que j'avais dit tout à l'heure. S'il y a infection, c'est antibiothérapie avec drainage urinaire. Drainage soit WJ, soit néphrostomie, et pas de traitement étiologique de la lithiase. Refroidissement, le traitement de la lithiase ne sera entrepris qu'une fois les phénomènes septiques dissipés. La prophylaxie, c'est les boissons abondantes, régime adapté selon le bilan métabolique et études morpho-constitutionnelles de la lithiase, l'activité physique et la surveillance régulière.
Devant une fibrose rétropéritonéale, le traitement consiste en une montée de sang double J qui est le plus souvent aisée, enlevée entre le troisième et le sixième mois, associée à une corticothérapie au long cours. La corticothérapie, c'est le traitement étiologique de la fibrose rétropéritonéale. En cas de récidive, certains auteurs préfèrent aborder l'urtère par voie chirurgicale. Et là, c'est l'intrapéritonisation de l'urtère. C'est disséquer l'urtère sur toute la longueur, le mettre en intra-abdominal et le séparer de la fibrose rétropéritonéale par le feuillet péritonéal. Devant tout drainage urinaire, faire attention au syndrome de levée d'obstacle. Le syndrome de levée d'obstacle, c'est une polyurie supérieure à 5 voire 10 litres par 24 heures après suppression d'un obstacle bilatéral ou unilatéral sur un rein unique. D'accord? Et là, vous avez en quelque sorte un ou deux reins qui sont un petit peu frustrés de ne pas avoir travaillé. Dès qu'on lève l'obstacle, donc on leur donne la possibilité de travailler, ils se mettent à fonctionner sans relâche pour essayer de compenser un petit peu le temps perdu. Sauf que dans certaines situations, ça peut être délétère parce que engendrer une déshydratation extrême. Donc, dans ce cas, c'est la compensation des compensations hydroélectrolytiques et bien sûr surveillance rigoureuse des sources. En conclusion, donc, le diagnostic d'anurie est clinique et peut être aidé par la radiologie. Les étiologies sont multiples, ils sont malheureusement dominées par les pathologies néoplasiques et à moindre échelle lithiasique. La prise en charge doit se faire en urgence, mesure de réa, éventuellement dialyse ou épuration extra-rénale et drainage des urines. Le pronostic varie d'une pathologie à une autre. Il est fonction de plusieurs paramètres de l'âge, des antécédents du patient, des signes de gravité et surtout des étiologies. J'avais dit tout à l'heure, si c'est sur un terrain néoplasique, le pronostic est pratiquement sombre. Par contre, si c'est une étiologique, si c'est lithiasique, pardon, le pronostic reste très favorable. Merci. Si vous avez des questions, je vous écoute. Allô, vous êtes là? Oui, docteur, nous sommes. Oui, vous avez des questions? J'attends vos questions. Là, vous avez tout compris. On vous a posé une question via les messages, docteur. Via le message, je ne sais pas, c'est bloqué à mon niveau. Ça ne veut pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je peux la lire pour vous si vous voulez. Si vous voulez, oui, j'arrive pas à faire défiler les questions, mais je vous écoute, je suis là pour vous. Alors, on vous a dit, s'il vous plaît, docteur, si vous me permettez, j'ai une question concernant le cours de complications de fracture du bassin. Écoutez, oui, d'accord, ça ne me dérange pas, mais terminons d'abord avec la nuit, ensuite on verra les complications des fractures du bassin. Laissez-la en dernier, il n'y a pas d'autres questions. Moi, je Il y a pas une autre donné. question. Le jour de l'examen, je vais poser des questions. Hein. Je vais pas. On vous a posé une autre question, docteur. Allez-y, je vous écoute. J'arrive pas à faire défiler, c'est bloqué. Oui. Oui, j'ai pas bien compris la réimplantation urétérovésicale sur la calotte vésicale en cas de cancer pelvien. De prostate. Bon, mais si le cancer pelvien, c'est plus en cas de. Oui, on peut le faire pour tous les cancers, mais c'est surtout au niveau de la prostate. Donc, je vous ai dit, la prostate est sous le plancher vésical. D'accord? Les urtères s'abouchent au niveau du plancher vésical. Et s'il y a une flambée d'une néoplasie prostatique, elle va prendre tout le plancher vésical. Donc, l'un des moyens de dériver les urines, c'est de couper les urtères, d'accord, et de les aboucher sur une autre partie de la vessie. Une autre partie de la vessie, c'est la calotte. La calotte, c'est la face antérieure. Donc,
Vous avez le plancher vésical, la prostate est sous le plancher vésical, l'urtère vient par là, mais il est bouché par le processus néoplasique. Je coupe avant la tumeur, je prends l'urtère, je le réimplante sur la paroi antérieure, sur la paroi opposée à la prostate. Comme ça, j'éviterai une bonne fois pour toutes que l'urtère soit encore pris par la masse néoplasique. C'est tout. C'est tout simplement ça. J'espère que j'ai pu répondre. Je ne sais pas, dites-moi. Oui, docteur, merci beaucoup. Merci. زيدوا واش كاين تاني؟ Une autre question, docteur. Oui. Au cours des étapes de prise en charge, on fait échographie en premier et après on draine. Après, on fait ECBU. Alors, les étapes de prise en charge, l'échographie est demandée au début pour faire le diagnostic déjà, du diagnostic de certitude. Oui, il est demandé au début. Je vous ai dit que le couple ASP-ECHO est demandé en première intention. D'accord. Déjà, ça vous permet de poser le diagnostic, d'affirmer un petit peu votre diagnostic d'anurie obstructive. Si ce n'est pas une anurie obstructive, si c'est une anurie fonctionnelle, il n'y a pas lieu de mettre en place une sonde double J. Donc, oui, l'échographie est capitale. Si ce n'est un scanner sans injection. D'accord. C'est en fonction des situations. Donc, Docteur, je veux savoir à propos, par exemple, lorsqu'on a étudié la rétention, on draine en début, après on fait les examens. Et si on a un urée obstructif, on fait l'écho, après on draine. C'est ça? Oui, bien sûr. Mais là, c'est pas la même chose. C'est pas la même situation. Lors de la rétention urinaire, vous faites passer une sonde, ça se fait au bout du malade, sous anesthésie locale. C'est pas la même chose. Là, vous allez admettre un patient au bloc avec une anesthésie, soit une anesthésie, soit une anesthésie générale. Vous ne pouvez pas prendre le risque d'une anesthésie générale pour rien. Donc, avant d'admettre votre patient au bloc, vous êtes obligé de vous assurer de votre diagnostic. Donc, oui, l'échographie est primordiale avant l'admission au bloc, avant la prise en charge. D'accord? Oui, le CBU devrait être lancé. Maintenant, vu les lenteurs dans nos hôpitaux, je ne vais pas vous dire d'attendre les résultats de l'ECBU avant d'entreprendre une quelconque prise en charge. Faites, lancez votre ECBU. Maintenant, vous avez le temps. Vous avez conditionné votre malade. Vous avez la possibilité de drainer les urines. N'attendez pas les résultats de l'ECBU. Éventuellement, vous allez corriger, vous allez rectifier votre antibiothérapie en fonction de l'antibiogramme, mais lancez-le quand même avant même le début de la prise en charge. D'autres questions? Dites-moi s'il y a des questions. Là, tout le monde a tout compris. Docteur, s'il vous plaît. Oui. En cas de colique néphrétique qui est compliquée par une infection, on ne met pas le malade sous AINS. Pourquoi? Pour soulager la douleur de la colique. Oui, mais pourquoi vous ne voulez pas mettre le malade sous AINS? Il y a une contre-indication s'il y a infection? Oui, non, si l'infection est compliquée par un abcès rénal. Non, là, c'est autre chose. Un abcès rénal, vous êtes dans un autre chapitre. On parle d'infection urinaire, on parle de pyélonéphrite. Ça peut se compliquer par un abcès, mais là, vous entrez dans un autre chapitre. C'est le chapitre. Là, s'il y a un abcès urinaire, je ne vais pas traiter la colique néphrétique et laisser l'abcès. Non, dans ce cas, je vais traiter l'abcès en priorité. Est-ce que vous m'avez compris? Ne mélangez pas. Il y a une colique néphrétique avec une infection urinaire simple. Pyélonéphrite aiguë. Pyélonéphrite aiguë, je mets mon malade
sous antibiotiques. Probablement, j'ai dit que c'est une forme compliquée, forme sévère. Donc, théoriquement, l'hospitalisation devrait suivre. Comment, pardon, entamer mon antibiothérapie, mais ça ne contre-indique pas l'utilisation des anti-inflammatoires. On peut donner les AINS pour soulager le patient. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est compliqué par un abcès ou une pyonévrose, qui est encore pire, là, je dois traiter plus la pyonévrose ou l'abcès que la colite lymphatique. D'accord? La priorité un petit peu, la priorité thérapeutique va changer. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Docteur, s'il vous plaît, De rien. est-ce Oui. qu'on peut avoir une anémie obstructive secondaire à un caillotage bilatéral urétéral? Oui, je l'ai cité parmi les types, tout à l'heure, on avait dit. D'accord. Et dans ce cas, Obstacle intraluminal, soit lithias, soit caillot sanguin. dans ce cas, le caillot sanguin, on va drainer par la sonde WG et après, ça se dissout tout seul. Théoriquement, oui. D'accord. Théoriquement, Merci. mais là, moi, je vais vous poser un autre problème. Bon, ce que vous venez de décrire est exceptionnel, hein. On ne voit pas ça tous les jours, mais c'est possible. Mais là, le problème, moi, la question que je me pose, pourquoi est-ce qu'il y a un caillot bilatéral? Pourquoi est-ce que le sujet fait une hématurie bilatérale? Excusez-moi, 2 secondes. Vraiment désolé. Est-ce que vous m'avez compris? Pourquoi est-ce que le sujet fait des caillots bilatérales? C'est la question que je me pose. Donc, probablement qu'il y a une tumeur de la voie expertise supérieure. Oui, c'est vrai, c'est exceptionnel. Moi, j'ai juste pensé à ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça Peut-être existe, mais tumeur c'est bilatérale. Oui. c'est vraiment tiré par les cheveux, hein. C'est vraiment exceptionnel. Mais ça peut se voir. Ou bien lithiase bilatérale, ça peut être aussi une cause. Oui, vous étiez où? On vient de le citer parmi les études. Non, je parle de l'hématurée. Je parle pas. Oui, mais dans ce cas, c'est la lithiase qui est obstructive, c'est pas le caillot. C'est pas le caillot sanguin. Mais bon, tout est possible à l'écouler. Oui, merci, Alors, docteur. je vous écoute. D'autres questions? Pas de questions? D'accord, alors revenons à celle de tout à l'heure qui m'avait dit qu'est-ce qu'elle n'avait pas compris sur les facteurs du bassin. Alors, je ne vais pas vous attendre éternellement. S'il n'y a pas de questions, on se dit bonne nuit et bon week-end. Et à la prochaine, je ne sais pas, peut-être je vais voir peut-être demain soir ou samedi, on va essayer de faire les grosses bourses pour terminer le programme et vous laisser un petit peu de temps pour les révisions. Je vous rappelle que l'examen est pour mercredi à 9h30 du matin. D'accord? Docteur, elle a posé la question en messagerie. Je vous ai dit que j'ai l'écran qui est figé. Je n'arrive pas à accéder au message. Donc, si vous voulez vous parler, vous êtes muet. Oui, je viens de les remarquer, excusez-moi. Alors, Oui, elle a dit lors des forts suspects de rupture de urètre postérieur, est-ce qu'on commence par UCRM ou par le drainage vésical? Non, là, elle se mélange un petit peu les trucs. Forte suspicion d'une rupture de l'urètre postérieur, c'est d'abord le drainage vésical. Le drainage vésical, dans ce cas, par une cystostomie, et non pas par un sondage vésical. L'UCRM n'est pas demandé en urgence, mais c'est le bilan d'évaluation qui sera fait 7 ou voire 10 jours après. D'accord? Mais dans l'urgence, c'est la cystostomie pour drainer les urines. Point. D'accord? Alors, sur ce, bonne continuation. À demain. Bonne nuit. demain, Inch'Allah, le soir, docteur.
On se rappelle, on verra. Demain matin, on se rappelle et je vous donnerai de l'exemple. S'il vous plaît. Merci beaucoup D'accord. Merci à vous, Saham. et bonne soirée. Merci. اسمح لي ما فهمتش ديالي. باش كنبوفوار كنكتب كوموند ديزور نزيد كيما تيزيدو كوموند بروش لاباج نهار